avait vu certaines utilisations, mais c'est absolument infini. Et c'est la même chose pour la brique cuite, et qui est bien différente, qui a certainement introduit dans les cultures quelque chose de beaucoup plus complexe. Et c'est ce que je disais un petit peu là, tout à fait en début, la brique est quelque chose de tout à fait symbolique, puisque elle utilise les 4 éléments fondamentaux qui sont la terre, l'eau pour essayer de la ramollir, l'air pour la sécher et le feu pour la cuire. Donc cette chose-là a donné un sens tout à fait important à ce matériau, et d'autant plus que si la pierre est un don de la nature ou de Dieu, suivant les sociétés, la terre devient une fabrication humaine. Et ça, c'est une chose qui va certainement influer sur les populations et sur la façon de construire. Et à toutes les époques, hein, cette chose-là, on va mettre en œuvre souvent des tests je dirais, de valeur pour les maîtres d'œuvre, pour les architectes. Par exemple, tous les architectes ont veillé à la bonne qualité de ce matériau. Au XVIIIe siècle, il y a Blondel, par exemple, qui est un architecte qui utilise, et qui est à Paris et qui utilise principalement de la pierre, mais il fait des recommandations sur l'utilisation de la brique, notamment pour les boisseaux de cheminée, etc., etc. Il y a à Paris un autre architecte que vous connaissez aussi, c'est Viollet-le-Duc, qui à cet égard a une datation significative sur la brique, et dans ses bouquins, il fait cette petite recommandation, et il parle d'un dialogue qu'il a eu avec un entrepreneur, et il lui dit: voici des briques que vous ne laisserez pas employer, voyez comme elles sont gercées, et regardez ces points blancs, ce sont des parcelles de calcaire que le feu a converties en chaux, et ouvrez soin, avant de laisser employer les briques, de les faire bien mouiller. Celles qui contiennent des parties de chaux tomberont en morceaux, et par conséquent ne seront pas mises en œuvre. Vous voyez que ces architectes-là ont été très attentifs. Alors l'entrepreneur lui dit: mais monsieur l'architecte, c'est pas moi qui a fabriqué la brique. Et il lui dit, alors c'est très intéressant au niveau de la pensée de Viollet-le-Duc, c'est pas vous qui les avez fabriquées, mais c'est vous, parce qu'elles sont défectueuses, que vous devez les éliminer. Et en ceci il nous montre que dans la chaîne de la construction, il y a des responsabilités qui sont partagées. Alors avant lui, il y avait eu Vitruve, etc., qui a fait parler de la brique. Il y a Brunelleschi, l'architecte qui a fait le dôme de Florence, qui disait qu'il fallait vérifier les fours. Et c'est là qu'on comprend qu'à cette époque-là, à côté des grands chantiers de briques, il y avait des fours. C'est-à-dire qu'on amenait la terre et on faisait cuire les briques à côté, de manière à ce qu'on puisse absolument regarder en même temps que le chantier la qualité des briques. Et puis plus près de nous, il y a l'architecte Van der Rohe qui déclarait: une brique, c'est réellement quelque chose, c'est réellement un matériau pour la construction et non pour une architecture de papier. Voulant dire par là que la réflexion architecturale ne doit pas se cantonner au dossier. Hein, c'est vraiment quelque chose de matériel. Voilà. Donc quand on voit tous ces architectes-là qui sont penchés sur la brique, on comprend certainement mieux la façon dont ce produit a été utilisé. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour la cuisson, il y a 5 étapes importantes.
il y a le choix de la terre et son ramassage, la préparation de la terre, que l'on voit là au premier plan tout à fait en bas sur l'image. Le moulage ou le façonnage, c'est le bonhomme qui est sur sa table là, complètement à gauche. Le séchage, alors un gars qui met ça sur des étagères là. Alors là ce sont des tuiles, mais c'est exactement la même chose pour les briques. Et puis la cuisson, ça c'est le gros problème, la cuisson, qui est une espèce de chose qui est restée très longtemps incompréhensible, pourquoi la terre devient dure. Voilà. Alors le choix de la terre, c'est un choix qui était très compliqué, d'autant qu'on n'avait pas des instruments énormes et des pelles pelleteuses, etc. Et on utilisait précisément la terre qui était sur le dessus. Donc il fallait choisir dans les champs l'endroit où il n'y avait pas trop de cailloux, pas trop de chaux, pas trop de etc. Et parce que la terre n'était pas complètement pure, on l'a... voilà, une carrière, on grattait les choses, on grattait bien sûr le dessus où il y avait des terres arables, et on éliminait les cailloux. Et ensuite, voilà, vous avez l'exemple d'une carrière, hein, c'est une carrière qui fonctionnait encore il y a une dizaine d'années, les gens ont arrêté, mais il y en a d'autres qui ont repris. Alors, donc je reviens là. Et pour que la terre soit purifiée, on faisait on les mettait on faisait des rangées de terre, des petits talus, de manière à ce qu'on puisse bien trier les choses, mais aussi que tout ce qui était impur, les bouts de racines, pendant l'hiver gèlent, se décomposent, et qu'au printemps on puisse arriver à avoir une terre la meilleure possible. Alors ensuite il y a la préparation de la terre. Alors il y avait, on mouillait la terre, vous avez vu le gars tout à l'heure qui l'a remué. Très longtemps ce mélange de terre-brique a été fait avec les pieds, hein. On se déchaussait, ou on gardait les grosses chaussures et on malaxait, hein, voilà. C'est une chose qui restait très très longtemps. C'est certainement très pénible. Et il y avait en gros, à Toulouse par exemple, au XVIIIe siècle, il y avait 2 parts de terre et 1 part d'eau. Donc on rajoutait beaucoup d'eau dans la terre. Et ensuite il y avait le moulage, le façonnage. Alors aujourd'hui cette chose-là se fait bien sûr mécaniquement. On met de la terre et un peu moins d'eau parce que effectivement on peut remuer ça plus facilement. Alors ça se fait mécaniquement dans ce genre d'outils. Voilà. Et ensuite on prépare la terre, on la mélange. Vous voyez le monsieur qui met ça dans l'outil. Et une fois que la terre est bien mélangée, on va arriver à la préparation de la brique. Voilà. Et la préparation de la brique, à partir de ce moment-là, une fois que la terre a pris sa consistance, on va ne la déplacer que dans des zones où il y a du sable. Étant donné que autrement ça collerait partout, on ne peut pas s'en servir. Et c'est intéressant parce que c'est ça qui va donner, pour beaucoup de briques, une surface légèrement granuleuse. Voilà. Et là, on en arrive à la dernière étape de la préparation avant la cuisson, c'est le moulage. Alors là, il y a eu tout un tas de choses, mais la principale solution, c'est d'avoir un petit moule comme ça, hein, dans lequel, alors vous voyez le sable, dans lequel on met de la terre, et ensuite, avec un couteau, c'est un bout de bois ou de fer, on tire, dans le cadre, vous voyez, on tire la terre, on appuie bien la terre, souvent la tasse, de manière à ce qu'on en arrive à ces briques-là, qui sont donc, qui viennent d'être fabriquées par le gars que vous voyez là.
Voilà, vous le voyez tirer sur le moule de manière à ce qu'il appuie, mais il tire bien de manière à ce que ce soit bien régulier. Et ensuite, il a son moule et fait la suivante. Voilà. Et il va y avoir, à partir de ce moment-là, le début du séchage. Alors, quand elles sont comme ça, les briques, elles sont très molles. Donc, pas les soulever. Et donc, on va laisser commencer le séchage. On va de temps en temps les tapoter dessus de manière à ce qu'elles ne se déforment pas. Et quand elles commencent à être séchées, on les lève de manière à ce qu'elles sèchent des deux côtés, sans se déformer. Alors ça, le levage est une étape qui est assez difficile d'ailleurs, parce que souvent les briques commencent à prendre une mauvaise forme. Et vous le voyez, déjà, il y a des irrégularités, et ensuite il va falloir les régulariser petit à petit. C'est tout un soin, je dirais, d'élevage. Alors ça se fait vraisemblablement l'hiver. On fait les préparations de la terre, comme je vous ai dit, on la rentre pour faire le moulet, et ça se fait à un moment où il ne fait pas trop chaud, pas de pluie dessus bien sûr, il ne fait pas trop chaud de manière que le séchage se fasse relativement lentement. En plein été, il y aurait des déformations. Et puis il ne faut pas qu'il y ait de bestioles. Alors souvent, quand vous regarderez les vieilles briques, il y a des traces de pas, il y a des traces de canards. C'est assez rigolo. Moi j'ai fait des photos là-dessus. Pardon. Voilà. Et donc la même chose pour les briques, les petites briques de 14, de 10, 11, 22. Qui sont utilisés dans le nord de la France et le nord de l'Europe, on les met là aussi en tas pour qu'elles sèchent avec, vous voyez, ces circulations d'air entre les briques. Voilà. Et on en arrive à la cuisson. Alors ça, c'est une fabrique de briques que j'ai photographiée en Inde. Alors les familles habitent sur place. On prend la terre sur place. On l'a fait sécher sur place, et vous le voyez, vous en avez au premier plan en bas à gauche, là. Et tout à fait à droite, vous avez un four qui est fait, on empile les briques les unes sur les autres, on les entoure de briques déjà cuites, et ensuite on va mettre le feu à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'ils font encore traditionnellement, et il y en a partout en Inde. Voilà. En réalité, il y a eu très rapidement ce genre de four, et notamment en Égypte, même s'il n'y a pas eu beaucoup de briques, mais on pense qu'il y a déjà eu des fours qui étaient faits avec une voûte percée où on faisait le feu. Ensuite, on empilait les briques, on fermait comme on pouvait au-dessus, mais on laissait quand même la fumée passer. Voilà, c'est comme ça qu'on a les premiers fours qui ont été petit à petit, qui ont été petit à petit améliorés. Alors il y a par exemple les Chinois qui ont inventé des fours allongés et en coupe, voilà ce que ça donne. Donc on a des dentassements de briques moins importants, et on peut mieux réguler le chauffage de manière à ce que les briques soient cuites de manière plus régulière. Parce que le gros problème de la cuisson, effectivement, c'est d'obtenir des briques bien cuites, relativement homogènes, et c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des incuits et des trop cuits. Alors petit à petit, ces choses-là ont été améliorées. On est arrivé à des fours où on faisait circuler la brique de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus régulière, et comme ça, avec des choses assez sophistiquées, pour en arriver au four actuel, où maintenant on a l'informatique, on a exactement les prises de température dedans, et on arrive au degré près à cuire les briques de manière à ce que ce soit très régulière. Et je dirais presque trop régulière, parce qu'actuellement, quand on veut refaire un mur où les briques étaient plus ou moins irrégulières, ben on n'y arrive pas. Donc on est obligé de prendre plusieurs cuissons.
des briques un peu plus foncées, un peu plus rouges, etc. et de les mélanger. C'est ce que je fais par exemple à Montané actuellement, où on fait la restauration de la grande tour, du donjon. Voilà, on est obligé de faire ces choses-là. Voilà. Alors, effectivement, quand on regarde un mur ancien, on s'aperçoit que les briques étaient très irrégulières. Alors ici, c'est que vous compreniez, c'est dans une église romane qui a été détruite, mais où l'on voit le mur et devant passer la colonne et un pilier. Hein, vous voyez ? Et la colonne et les piliers ont été démontés à une époque, certainement à fin 19e, et on voit apparaître que derrière cette chose-là, on a utilisé toutes les briques les plus irrégulières. Alors vous avez des petites, des briques cassées, des noires, des déformées, voilà, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, on n'utilisait pas aussi des briques noires. Vous voyez, vous les avez, c'était des trop cuites, mais c'était des briques qui étaient quand même assez régulières. Et on va voir que même avec ces briques régulières, on faisait on mettait des enduits dessus pour tout cacher. Vous voyez aussi là-dessus que la brique est très détériorée. C'est-à-dire qu'en partie haute, en partie foncée, vous avez les briques qui sont en train de se désagréger. Donc c'est des briques qui n'étaient pas de bonne qualité. Et vous voyez qu'elles avaient été regroupées derrière le pilier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette chose-là? Donc, quand on fait cuire des briques, celles qui sortent d'une fournée elles étaient très différentes. Deuxièmement, il faut savoir que quand on faisait cuire de la terre, fait une fournée, cette fournée était souvent tout juste cuite, sauf quand on voulait avoir des briques très cuites. Et ça veut dire qu'il fallait faire passer dans le premier cas la température du four de 20 degrés en gros à 830-850 degrés. Et les briques étaient à peu près cuites. Si on voulait avoir des briques très cuites qui allaient durer dans le temps, il fallait en gros passer à 900 degrés. Il fallait autant de bois pour passer de 0 à 830-850 degrés que de 850 degrés à 900 ou 920. Et que dans ce cas-là, en plus, il y avait beaucoup de briques qui étaient trop cuites, qui étaient incuites, qui étaient inutilisables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de la brique était extrêmement différent en fonction de ces deux cas de figure. Était essentiellement dû au bois. Je vous ai dit, la brique, elle se faisait à une période souvent qui était les ramassages, la terre, etc. L'hiver, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Donc ça coûtait pas cher. Par contre, d'aller couper du bois, d'aller souvent autour de Toulouse, 50, 60 km, 100 km pour aller chercher du bois, puisqu'au XVIIIe siècle, il y avait une demande de bois qui ressemble un peu à nos problèmes actuels. Une demande terrible, ce qui fait qu'il y avait le bois était vendu très cher. Et c'est ce bois-là qu'on a commencé à économiser de manière très importante. Et on a abouti à quoi? À des briques qui n'étaient pas de bonne qualité. Et ça a influé énormément sur l'architecture. Et à cette époque-là, vous voyez que toutes les maisons de Toulouse étaient enduites, sauf les encadrements de briques. Voilà l'explication. Hein. Et puis il y a d'autres solutions aussi qui sont apparues pour essayer de contourner ce problème de prix.
Voilà, alors ça on voit très très bien ce problème, ça c'est à Montauban. Le musée Ingres, que si vous connaissez Montauban, il y a le pont et puis le petit bâtiment, le bâtiment qui est au bout du pont, c'est le musée qui a été fait donc fin 16e, 17e, début 18e. Et quand on fait une photographie, on s'aperçoit que l'angle du bâtiment est fait avec des briques régulières et de grande taille, que l'entourage de la baie que vous avez à droite était elle aussi fait avec de la brique et de la pierre, et ces pierres c'était les endroits où étaient accrochés les gonds des fenêtres, et entre les deux vous avez cette zone qui est plus ou moins irrégulière, avec des briques trop cuites, des briques qui sont déformées, etc. Et en réalité, quand j'ai pris cette photo, les enduits qui étaient à cet endroit-là, qui cachaient pour les protéger les briques qui sont irrégulières, venaient d'être enlevés. Parce que c'était la mode, montrer Toulouse-Ville-Rose, Montauban-Ville-Rose, on sortait les enduits. Et je suis passé récemment, j'aurais dû prendre la photo, on s'aperçoit que toutes ces briques sont devenues salpêtreuses et pulvérantes. Donc voilà, donc en l'espace de 30 ou 40 ans, alors que les briques étaient restées sous enduit impeccables, voilà. Donc vous avez là un des gros problèmes des bâtisseurs face au problème de la brique. Alors ça c'est une photo que j'ai prise à New York, et c'est assez rigolo de voir ces deux photos l'une après l'autre. Ce sont des maisons qui ont été faites dans les années 30 et où on faisait cuire des briques, on les faisait trop cuire pour qu'elles se déforment, pour tirer cet aspect voulu par les architectes de l'époque, où on leur donne un aspect vieillot et intéressant d'ailleurs. Hein. Alors là vous avez, vous voyez l'utilisation du feu, alors à une époque là où de faire cuire les briques un peu plus, ça coûtait pas cher. Parce qu'on maîtrisait complètement les produits, etc. Voilà. Donc on a utilisé ces problèmes de cuisson et de mauvaise cuisson en permanence. Alors tout à l'heure je vous disais que il fallait bien soigner le choix de la terre, et vous avez ici des grains de chaux qui sont restés, des incuits, et qui sont restés dans la brique, ce sont des carreaux de brique, et qui font claquer la brique petit à petit. Voilà. Voilà, on en arrive au format de la brique. Alors ça c'est des formats qui étaient faits par les Romains. Et c'est très très intéressant parce que les Romains, comme beaucoup de choses, ils avaient des abacs, des proportions très très strictes qui leur permettaient de faire d'énormes économies de matériaux, de temps, de pose. Donc à partir du moment où on sait qu'on peut faire ces formats avant la cuisson, on sait très bien que l'architecture qu'on va faire, si on utilise les dimensions pour l'épaisseur d'un mur, pour tout ce qu'on veut, une voûte, etc., on arrivera avec des briques toutes faites et on n'aura pas à les tailler sur place. Voilà. Alors vous avez les bipédales, etc., etc. Alors les plus grandes dalles que les Romains ont fait, c'est des dalles qui faisaient en gros 55 cm sur 55 cm et qui étaient utilisées, je retrouve plus le mot, sur les planchers chauffants. Hein, ils avaient les pilettes, les hypocostes, voilà, les hypocostes, et ces dalles-là, elles faisaient 55 kg, 60 kg, c'est le maximum, c'était utilisable et posable par deux personnes, deux ouvriers. Voilà. Mais c'est très intéressant, vous voyez, ils avaient une capacité
comme pour les largeurs de rue, vous savez que bon, il y avait des rues avec des passages de roues de voiture, elles étaient toutes de la même dimension, etc., etc. C'était extrêmement intéressant de voir comment, à cette époque-là, les Romains avaient standardisé, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les matériaux, les passages, les maisons, etc., etc. Et ça, c'est à Pompéi, c'est une colonne, dans un endroit où la pierre n'était pas très disponible, et où il y avait des forêts, encore à l'époque, et donc il faisait de la brique. Et avant pour faire une colonne, les briques étaient étaient taillées de manière à ce qu'en arrivant sur place, on monte ça à toute vitesse. Et vous voyez que c'est très astucieux. Il y a en fait deux modules, les ronds, et puis ensuite les espèces d'écailles, je dirais, voilà, qu'on fait tourner d'un tout petit cran pour qu'il y ait pas de superposition de joie. Alors ça, voilà. Et contrairement à tout ça, dans le sud de l'Europe, notamment dans notre région, à Toulouse, on a fabriqué des briques qui étaient d'un format vraisemblablement issu d'un format romain. C'est le format que vous avez vu tout à l'heure, le gars qui se servait. Et en fait, c'est un format aujourd'hui qui est légèrement plus petit, de 4-5 cm, que la brique, la Bézale, qui était la brique romaine, grosso modo de ce même format. C'est-à-dire 40-28. Hein. C'est des briques qui sont un petit peu plus petites que ça, quoi. Et en réalité, je pense que ce format-là vient des briques qui étaient fabriquées par les Romains, notamment à Toulouse. Hein, et on s'est servi de ces briques, d'ailleurs, on a beaucoup démoli les briques pour refaire des bâtiments à Toulouse. Saint-Cernin c'est fait en partie avec des briques romaines piquées sur les édifices anciens. Et qu'on a utilisé le moule récupéré certainement au XIe, XIIe siècle. Alors, et il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que la brique, quand elle sèche, elle diminue, et quand elle cuit, elle diminue en gros de 5-6%. Le séchage à la cuisson. Et que si on prend un cadre d'une brique qui est cuite, ce cadre-là, il sera légèrement plus petit que le précédent. Actuels, qui sont toujours utilisés, mais qui ont été utilisés pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au 19e, sont réduits petit à petit à cause de cet effet de rétrécissement successif. Voilà, donc ce sont des briques qui sont de cette taille, 40-28 cm, et il y a aussi le demi-format, bien sûr, que vous avez en haut. Voilà. Et à côté de ça, il y a les petites briques qui ont été utilisées dans le nord de l'Europe, à Paris et à Lille, etc., qui sont des briques beaucoup plus faciles à utiliser, qui font donc grosso modo 10, 20 et 5 d'épaisseur. Voilà. Et ces briques-là permettent d'avoir des murs avec des boutisses et des paneresses, des boutisses qui sont, on voit le petit bout, les paneresses qui sont plus longues, et ça permet d'avoir une grande possibilité de montage. Et on peut très bien arriver à faire des murs d'une certaine épaisseur, etc. Alors qu'avec les autres, les murs ne correspondent pas à la facilité d'entretien de ce qu'on fait dans le nord de l'Europe. Ça, c'est à Varsovie. Vous voyez, donc deux formes de briques. Et le résultat, c'est que dans le nord de l'Europe, on n'a jamais arrêté l'utilisation de ces briques.
Et vous avez plein de bâtiments, par exemple, 10 et 30 à Londres ou à Amsterdam, qui ont été faits en briques, et parce que c'était pas cher, alors qu'à Toulouse, on a complètement arrêté. On a recommencé à faire de la brique de manière un petit peu différente à partir des années 50-60. Alors, quand on avait le temps de bien cuire la brique et qu'on avait de l'argent, et c'était le cas pour la cathédrale d'Albi, on pouvait se permettre donc d'avoir des briques très régulières et qui ont traversé les 5 siècles sans qu'il y ait de gros dégâts sur les murs et les maçonneries. Il y a aussi certaines époques où on avait du temps, souvent on faisait des briques beaucoup plus épaisses, notamment pour les arcs, et cette époque où on avait le temps de faire sécher la brique pendant une année ou deux, les problèmes de temps n'existaient pas, de coût du temps. Voilà. Et puis il y a aussi cette notion de la brique qui devait être plus ou moins sculptée, mise en forme. Et vous voyez là un témoin, et on le reverra plus loin, de brique qui a été utilisée dans les hauteurs dans un clocher. On ne le voit que d'en bas, donc on a de la sculpture ou de la mise en forme très irrégulière, très rapidement faite, des joints là aussi très gros qui ont été plus ou moins colorés. Voilà. Et donc ça c'est une architecture qui d'en bas paraît très sophistiquée quand on s'approche, qui ne l'est pas du tout. Voilà. Voilà. Alors à côté de la brique, et on vient de voir, ce qu'on vient de voir là, ce sont des joints surtout, hein, je vous le remontre. Voilà. Hein. Les joints sont très importants au niveau de la surface et donc de l'aspect d'un monument. Les joints ont été extrêmement divers. Alors il y a des joints, par exemple, ceux-là, c'est des joints coupés. C'est des joints qui sont légèrement inclinés, c'est-à-dire qu'ils partent du bord de la brique inférieure, ils sont inclinés et la brique supérieure, il y a une petite ombre qui se produit. Hein, voyez, et ça structure un mur fait avec une brique irrégulière, mais le fait qu'il y ait une petite ombre, ça le rend beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est quand on a des briques qui sont mal foutues, irrégulières. Vous le voyez, c'est le tout venant. Elles sont bien cuites, mais on n'a pas trié les briques comme ils ont pu le faire pour les fenêtres. Une autre solution, c'est ces briques de demi-joncs. Ça, c'est l'hôtel de César avant la Restauration, à Toulouse. Vous voyez que là où les joints sont partis, on a des briques qui sont... Alors, il y en a certaines qui sont altérées, mais elles sont très irrégulières. Et le fait de faire ces joints avec cette ombre, ça donne l'illusion que les briques étaient de bonne qualité et irrégulières. Voilà. Plein d'astuces. Et bien plus que ce qu'on vient de voir, dans ce cas, les joints, vous le voyez, sont aussi importants que la brique, au niveau de la surface, même peut-être plus. Et de ce fait, les joints sont traités avec ce demi-jonc et puis ces espèces les petits joints verticaux avec cette ombre, ce qui fait qu'on a là une présentation tout à fait intéressante et dont on ne se rend pas compte quand on voit un immeuble en briques, mais qui compte. Et alors ça c'est sur le petit donjon qui est derrière le Capitole, dans le square, qui est derrière le Capitole à Toulouse. Et quand j'ai eu à restaurer ce petit bâtiment, j'ai retrouvé que c'était Viollet-le-Duc qui avait fait ses joints,
Et je me suis demandé à cette époque-là si c'est lui qui n'avait pas inventé ça. Et en démolissant un bout de mur, un bout de cloison, j'ai retrouvé les anciens joints. Donc il avait tout à fait regardé ce qui se faisait et il avait refait les joints. Voilà. Vous avez une chose du XIVe, XVe siècle. Alors, dans le même temps, on faisait des joints peints. Alors, pourquoi? Parce que derrière, alors vous voyez les briques derrière, c'est des briques qui sont totalement informes. Les briques, les bonnes briques, elles sont vues, et à cet endroit-là, on fait. Ça, c'est à Venise, l'église des Frères, hein, XIVe siècle. Voilà. Et ces solutions du traitement de murs a traversé les siècles. Là, on est à Garaison. On a cette architecture brique et pierre qui est une architecture, c'est pas complètement décorative et c'est pas complètement structurel. C'est le mélange des deux. C'est-à-dire qu'à un endroit où on n'a pas des pierres qui sont parfaites, on utilise la brique, quand cette brique est facile à faire. Mais il y a de la culture derrière, je dirais. Voilà. Et quand on regarde plus précisément, ben, on s'aperçoit que, je remets en arrière, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où la brique et la pierre, c'est vraiment de la brique et de la pierre, et qu'à d'autres endroits, ben, tout ça s'est enduit et qu'on a peint la brique. Donc c'est extrêmement subtil. On se fait très tremper, et on le verra par exemple au Capitole, à Toulouse. Hein, voilà. Le fait que la brique soit fragile nécessite qu'on la protège, mais on veut pas montrer que, on veut bien montrer que c'est de la brique, donc on la peint. Et ça, c'est le cas à Saint-Cernin à Toulouse, qui est effectivement un bâtiment qui est en briques, et où il y a tout un tas de décors dessus. On met de la pierre, puis quand on mélange avec la brique, quand on s'approche, on s'aperçoit que la pierre, c'est de la fausse pierre, que c'est enduit. Voilà, donc la brique est un matériau, sauf dans les endroits où il n'y a que de la brique, qui a été mélangé physiquement ou culturellement, ou avec de la peinture, avec des autres matériaux. Et puis, bon, on pourrait en parler des jours, hein, vous avez des édifices qui sont en briques, et quand on fait des briques, et quand on fait un arc avec des briques, on a un joint qui est plus épais en haut qu'en bas. Voilà. Sauf à faire des briques spéciales. Alors ça, c'est un petit village qui est du côté de Montrégeau. Et pour essayer d'effacer cette chose-là, en partie haute, l'enduit, qui est en relief, et il y a ces petites arcades qui gomment le fait que les joints sont plus épais en haut qu'en bas. Il y a plein d'astuces, c'est assez extraordinaire. Ça induit énormément d'astuces, de façon de faire. Voilà. Alors, au XVIe siècle, ça c'était roman, ce qu'on vient de voir, au XVIe siècle, on a fait des briques, certainement avant cuisson et après cuisson, de manière à ce que les joints, là, sur une voûte comme ça, soient réguliers. C'est au château de la Réole, à côté de Toulouse. Voilà. Alors, toujours au niveau des joints, on voit sur ce bâtiment qu'il n'y a pas eu forcément des enduits partout, sauf à l'intérieur de la grande arche de l'entrée. Il y a eu des essais de nettoyage, oui, mais ça c'était enduit, parce qu'on voulait que ce soit beaucoup plus propre, plus sophistiqué. Et puis les contreforts, tout ça, c'est des briques qui sont restées à l'air.
Mais ici, ce que je voulais vous montrer, c'est la façon d'utiliser les briques. Vous avez des petites arcades dans le clocher, dans l'endroit où il y a l'horloge, vous avez des arcades avec bien sûr des briques qui sont, comme on vient de le voir, avec des joints qui sont plus irréguliers, plus minces en haut, plus en bas de l'arc qu'en haut de l'arc. Et on a inventé, et notamment les Arabes et en Espagne, puis le Mozarabe, ont inventé une façon de faire des baies, et on a fait des baies, des arcs en mitre. Ces arcs en mitre qui permettent d'avoir des joints beaucoup plus faciles à faire. Hein, voilà. Pardon. Voilà. On en reverra certainement plus loin. Et dans une église comme ça, contrairement à l'extérieur, tout est peint, on ne veut pas voir les irrégularités de la brique, etc. Ça, c'est l'église, c'est Saint-Nicolas à Toulouse. Voilà. Voilà la même chose à Montauban. C'est intéressant parce que c'est les deux clochers qui ont... Alors je vous remonte celui-là, vous voyez, voilà. Et à Montauban, on a fait la même chose. Et on a commencé à faire une base du clocher avec des petits arcs. Et ensuite, on a fait ces arcs en mitre qui permettent de monter beaucoup plus rapidement et de ne pas être embêté par ces joints qui sont plus gros en haut qu'en bas quand on fait un arc. Alors, ce que je viens de vous dire, c'était vrai chez les Romains. Parce que quand on regarde ce bâtiment qui était, je pense que c'était pas à Pompéi, c'était à côté, oui, on s'aperçoit que ces maisons qui étaient faites d'ailleurs pour des gens très riches, qui venaient à cet endroit-là, ils venaient de Rome passer l'été au bord de la mer, dans un endroit moins chaud, plus ventilé. Ils arrivaient avec le fric. Et si on regarde un bâtiment comme ça, on risque de se tromper parce qu'on voit la colonne, hein, briques et pierre, on se dit ah c'est joli. Pas du tout, c'était pas fait pour être vu. La preuve à côté, c'est enduit et peint. Voilà. Donc regarder une architecture de briques, souvent c'est compliqué, on risque de se tromper. Et je me suis trompé d'ailleurs plusieurs fois moi-même. Voilà. Et les bâtiments romains étaient en briques ou en pierre, hein, comme ici. Ça, on est à Bordeaux. C'était l'amphithéâtre Saint-Jean. Et quand on regarde ça, on se dit, oh, c'est très beau. Oui, il y a des effets de couleur, etc. En réalité, c'était totalement recouvert de marbre. Voilà. Et ça, on l'a retrouvé assez tard d'ailleurs, cette chose-là. Et quand ces édifices ont été abandonnés, donc 3e, 4e, 5e siècle, et qu'il y a eu une renaissance de l'architecture, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient totalement tombées en ruine, au 6e et 7e siècle, on a recommencé à construire, on a d'ailleurs piqué pas mal les briques, et à cette époque-là, on a commencé à faire des bâtiments briques et pierre. Et là, on est au 6e, 7e siècle, à Poitiers, sur le baptistère, et on voit très très bien que c'était fait pour être vu et que la brique et la pierre étaient faites pour cohabiter et être vues. Hein, on voit très bien que la pierre a été sculptée avec ses petites feuilles et que les toiles en briques étaient faites pour être très décoratives. Et cette façon d'envisager les choses a pris un essor extraordinaire, et le mélange briques et pierre, ou tout brique ou tout pierre, ça a été tout à fait extraordinaire. Ça, on est à côté de Venise, à Torcello, je crois, où on s'aperçoit que là, on a maîtrisé différentes cuissons de briques pour avoir différentes couleurs et pour arriver à ces décors-là.
Et et les triangles que vous voyez, là, c'est pas de la brique, c'est un enduit coloré avec des poussières de briques. Voilà. Et si on va 3 siècles plus loin, ça c'est au bord de la Volga, en Russie, on s'aperçoit que à partir de ce matériau-là, on va faire tout un tas de combinaisons, de déclinaisons, etc. C'est une petite maison d'un empereur ou d'un fils d'empereur entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Alors là, on commence à voir des choses que je ne vous ai pas encore vues, montrer, c'est que si dans la partie haute, là, on a des briques toutes simples qui sont assemblées pour faire tout ce décor, en dessous, on commence à maîtriser la brique en la moulant et en faisant bien sûr des éléments beaucoup plus décoratifs. Et ça n'empêche que tout à fait en partie basse, vous avez 4 ou 5 rangs de briques là, qui ressemblent à ce qu'on voit à Toulouse, qu'on voit à Saint-Pétersbourg, ce qu'on voit un peu partout, en Angleterre, etc., etc. Et qui étaient certainement enduits. Parce qu'on ne pouvait pas laisser une maçonnerie aussi irrégulière à côté d'un décor comme ça. Et puis en avançant dans le temps, on a réussi à faire, et là on est au 19e rue Saint-Rome à Toulouse, on a réussi à faire des briques extrêmement régulières. On ne voit pratiquement plus les joints. Et c'est tellement régulier qu'on arrive ensuite à sculpter dedans. Vous voyez comment l'évolution et la maîtrise de la brique a permis, comme ici à Toulouse, de faire ces décors. Et on en arrive à faire de la brique qui ressemble à la pierre. Voilà. Alors, il faut voir aussi que, et là j'ai pris cette photo je ne me rappelle plus, en Hollande, à Bruges, voilà. C'est en Italie, je ne sais plus. Non, c'est en Belgique ou peu importe, c'est à Bruges. Dans un pays où il n'y a pas beaucoup de lumière, on fait une architecture qui accroche ou qui fabrique des ombres. C'était très intéressant dans ces pays-là, ou bien on a beaucoup de couleurs, de différences de couleurs dans les briques, et on en joue, et on verra ça plus loin, ou bien on a un peu comme en URSS que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on s'amuse à faire des dessins, là vous avez énormément d'effets d'ombre. Hein. Ou bien, à côté, ces effets, c'est la même chose, le style, c'est dans les années 1930, où on s'amuse à faire des ombres, toujours, ouais, ou avoir des mouvements, ou des ondes, etc. Donc, mais ça on ne le voit pas en Italie. Hein, c'est dans le nord de l'Europe. C'est le style, c'est à des maisons, on en verra plus loin, ça c'est à Amsterdam. Voilà, vous avez des choses qui ont été faites, et vous voyez ces dessins de briques importants. Alors il y en a bien sûr, il y en a bien eu avant. Hein. Voilà. Et là, c'est des différences de couleurs, notamment dans une maison à côté de Lille, qui vient d'être restaurée. D'année 1900, c'est avant-guerre. Voilà. Là, on est aux États-Unis. Là aussi, alors on va, avec la brique, faire des essais de cuisson différents de manière à avoir ces décors
qui jouent et qui permettent d'avoir une architecture qui n'est pas totalement monochrome. Hein. Voilà. Et puis on en arrive aussi dans les années 90 à faire, à utiliser de la brique de manière tout à fait nouvelle. Il faut savoir que le séchage de la brique a été un gros problème de tout temps et qu'à un moment donné, début 20e, on a commencé à faire des trous dans la brique, mais fallait-il encore avoir des briques quand elles étaient encore très molles, de pouvoir faire des trous dedans, et donc il fallait avoir une brique un peu moins molle pour que ces trous restent. Et donc on a eu des trous avec des briques percées. Puis ensuite, on a eu des briques qui étaient totalement avec des grandes ouvertures dedans, ce qui a permis de les faire sécher très rapidement. Hein, et de ne pas avoir ce temps de latence là qui prend du temps et de l'argent. Et ces briques dont je parle là ont été réutilisées pour faire des grands, on en a ici d'ailleurs, hein, des grands parements de briques creuses. Voilà. Et c'est le bâtiment qui est à côté de Pompidou à Paris. Hein, ce sont des briques qui sont creuses à l'intérieur et qui sont enfilées dans des éléments en inox. Et il n'y a plus de joints qui sont, c'est plus de joints de mortier. C'est des choses qui sont totalement montées à sec dans des structures inox. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir des briques extrêmement régulières et d'avoir ces effets de trous, etc. Là, on est à Évry, à Paris. Hein. Vous voyez comment, au bout d'un moment, quand ça devient très industrialisé, on a une autre façon d'envisager la brique. Là, c'est très, très industrialisé et très finement réalisé. Ça, vous devez connaître cette maison, rue Foch. Hein, voilà. Donc on arrive dans les années 40-50. Il y a beaucoup d'immeubles de ce type à Toulouse et il y en a 2 ou 3 à Tarbes. Voilà, alors là je fais un peu une petite digression sur Tarbes parce qu'on voit que il y a beaucoup de briques à Tarbes. Hein, ça c'est la Société Générale à Carrefour de la place de Verdun, qui est un bel immeuble. Il y a la cathédrale. Alors la cathédrale, ça c'est tout à fait intéressant parce que vraisemblablement il y a des briques romaines. Étant donné que quand on a fait des fouilles là le long de l'église, on a retrouvé un bâtiment romain et que dans la partie basse de l'abside principale, il y a certainement des briques de réutilisation. C'est compliqué d'ailleurs. Et que au bout d'un moment, on a aussi utilisé de la pierre au niveau des grandes fenêtres parce que c'était plus pérenne, qu'on pouvait faire des moulures plus fines. Et puis ensuite, on a fait les absides qui n'ont jamais été faites pour être vues et qui ont été enduites depuis le début. Et puis quand on regarde mieux, on s'aperçoit que dans les parties hautes, il y a des briques et pierre, galets, et que l'utilisation de la brique à cet endroit-là n'a jamais été faite pour être vue. La brique n'a jamais été faite pour être vue. Et ça a été décapé par l'architecte Cadeau, mais ça n'a pas été un. Voilà, et on a cette église-là. Alors, c'est intéressant, hein, mais c'est quand même ça manque d'homogénéité et on ne comprend pas très bien ce que c'est que cette architecture. À Ibos, c'est plus intéressant quand on le regarde parce qu'on se rend compte que la brique là a été utilisée de manière très spécifique.
Donc c'est une église qui est en galets. Et quand vous montez un mur en galets, c'est avec de la chaux qui met un certain temps à se durcir, quand c'est vraiment que de la chaux. Et si on veut continuer à construire, et si on met trop de poids, le mur s'affaisse et gonfle. Hein, voilà, ça part. Et pour arriver à tenir le mur, de temps en temps, on fait une rangée de briques. Hein, voilà. Voilà le pourquoi de l'aspect de ces murs. Et vous voyez que pour les contreforts, on a employé uniquement de la brique sur les faces vues, d'une part pour que ce soit plus solide, mais aussi que ce soit un peu plus agréable, sachant que vraisemblablement, tout ce qui était derrière était enduit. Là aussi. Vous avez là aussi au musée, au Jardin Massé, un musée qui avait pas mal d'argent et qui est revenu dans sa ville natale et qui a fait faire cette construction et ce donjon pour aller voir les Pyrénées au-dessus de la ville. Et là, on s'aperçoit très bien qu'il y a une science de la composition, mais aussi de l'effet de briques et pierres enduits. Voilà. Et puis pour terminer ce chapitre, là, je vous montre une photo qui est en Inde, et c'était juste avant la période des pluies, c'est-à-dire que les réservoirs d'eau, puisque c'était un réservoir d'eau, étaient totalement secs, encore un petit peu humides dans les parties basses. Et je suis arrivé là, puis j'ai vu, bon, c'est un édifice en pierre, très bien. Et puis, en descendant au fond, là, j'ai été très surpris parce que je me suis rendu compte que tout était fait en briques et enduit. Voilà. Et que là-bas, ils ont conservé totalement les enduits parce que c'est pour protéger la brique qui n'était pas forcément de très, très très bonne qualité. Voilà. Donc il faut faire attention, la brique c'est un matériau piège. Alors cette utilisation de la brique a été extrêmement compliquée et c'est génial d'ailleurs. Vous voyez ce bâtiment-là qui est, c'est dans le Berry, on est au XVe siècle, 16e, enfin ça a duré, cette utilisation-là de la brique a duré certainement deux siècles et demi. Ce petit bâtiment, ce petit château, bon, vous voyez les décors de briques. En fait, ce sont des décors qui ont été agencement du XVIe siècle. Hein. C'est des décors qui étaient tout en briques, avec des briques de différentes couleurs. Et alors moi je me suis beaucoup demandé d'où ça venait. Et en réalité, ce sont des astuces pour que, et là on est à Venise, à l'ambassade de France, ce sont des astuces pour faire croire que la brique est de bonne qualité et que on peut la montrer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, je vous disais, dans une fournée, et je reviens en arrière aussi, voilà, dans une fournée, vous avez des briques claires et des briques foncées. Si vous le mettez ça en vrac dans le seul mur, ça fait un mur de grange totalement inintéressant. Si on essaie de les placer de manière décorative, ça devient un mur de bâtiments riches. Hein, voilà. Et donc voilà ce qui s'est passé au Palais Farnèse. Hein, voilà. Alors, cette chose-là, et on la verra un petit peu après, ça a été aussi provoqué.
on utilise des briques de différentes couleurs et on arrange, on les harmonise en faisant par exemple une surcuisson et elles deviennent effectivement plus luisantes, et on s'en sert pour avoir un parement où toute la brique dessine quelque chose. Et puis vous allez à Ispahan, la même chose, on va protéger certaines briques et ça permet d'avoir de la brique avec des dessins dessus, et on fait croire que c'est un bâtiment. Alors là, le bâtiment n'a pas été totalement pérenne, et vous voyez que même dans un endroit où il y a peu de gel et peu d'eau, les briques mal cuites qui n'ont pas été protégées, elles sont en train de partir. Voilà. Et cette façon d'utiliser la brique pour des décors, la brique-là a été utilisée dans ce bâtiment-là, a été utilisée pour que la brique qui est en remplissage mette en valeur le décor de pierre que on regarde, et on ne regarde pas la brique. Alors même chose, ça c'est la villa, la Malcontente à côté de Venise, où on s'aperçoit que suivant les endroits, l'architecte a utilisé la brique de manière très différente. Alors quand on passe comme ça, bon, ça paraît simple, et puis quand on s'approche, on s'aperçoit que le soubassement a été enduit avec des joints qui sont apparemment, et comme les murs, en grosse pierre. Ben, c'est pas vrai, c'est la pierre, c'est la brique qui est enduite. On a les colonnes qui sont faites avec des briques de meilleure qualité et qui ont été cuites de manière pour qu'elles soient circulaires, un peu comme les Romains qu'on a vu tout à l'heure. Hein, voilà. Et ensuite, on a, voilà, il y a tout un tas de subtilités qui font que ce bâtiment qui est totalement en briques n'apparaît pas totalement en briques. Et ça permet à l'architecte d'utiliser toutes les briques de toutes les fournées, de ne pas jeter de briques. Voilà, et on en arrive effectivement à ce qui a été fait par exemple en Picardie. Hein, vous avez tous ces châteaux-là, faits au XVIIe, XVIIIe siècle, où la quantité de briques, de pierre, la bonne brique et la bonne pierre, hein, et la mauvaise pierre, tout ça s'est mélangé, et puis on a fini par avoir des enduits qui sont souvent fausses briques. Voilà. Alors à Versailles, il y en avait de l'argent, donc c'est de la vraie brique. Hein, et on s'aperçoit que sous Louis XIII, c'est la partie Louis XIII, on s'aperçoit que là, la brique est utilisée comme faire-valoir de la pierre. Et bien sûr, c'est souligné avec de l'or, donc on a quelque chose de très très sophistiqué. Bien sûr, c'est la pierre qui est première, mais dans ce château, qui n'est pas un château, qui est un château de plaisance à l'époque de Louis XIII, on y met quelque chose d'un peu plus chaleureux qu'au Louvre. Hein. Alors là, on est à Toulouse, et vous voyez qu'à Toulouse, il fallait faire venir la pierre de très loin, 80 km en gros. Quand on avait de l'argent, on se permettait de faire des encadrements en pierre, mais le reste était en brique. Ça, c'est à Caussade, au nord de Montauban. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que dans un pays où la pierre du Quercy arrive, mais où il y a encore l'Aveyron qui passe tout près, et avec ses plaines argileuses, on peut faire la brique. Et alors il y a un mélange brique et pierre tout à fait intéressant.
On passe du pays de pierre au pays de briques, et on est à la jonction. Là, nous sommes à Tosta, à 15 km au nord de Tarbes, dans un château, donc fin 17e, début 18e. Je n'ai pas exactement la date parce que ici l'architecture 18e est arrivée assez tardivement. Et qu'est-ce qu'on constate sur ce château? Contrairement à ce qu'on vient de voir à Versailles, les parties fortes de l'architecture, les piliers, les entourages de baies, c'est de la brique. Et puis, ce qui est en second, ce sont les enduits qui recouvrent le galet. Vous voyez ce que... Tout c'est très subtil. C'est intéressant de voir comment, à partir d'un dessin d'origine presque identique, on en arrive à faire des variantes extraordinaires. Voilà. Ça, c'est à Arc-et-Sénan, et qui est un bâtiment totalement en pierre, sauf l'entrée de la maison du directeur. Et un peu comme à Versailles tout à l'heure, c'est un peu plus intime, il y a un peu plus de chaleur. Vous voyez, et quand on voit ces architectures-là qui sont où la brique a une signification profonde, hein, et que on voit la brutalité des banlieues new-yorkaises où tout on a des kilomètres de briques sans nuance, etc. On se rend compte que l'architecture, c'est pas uniquement un problème de matériaux, mais c'est un problème de sensibilité. Alors ça, c'est à côté de Perpignan, un petit village de Villemolac, où il y a des gros galets, alors beaucoup plus gros qu'ici, avec lesquels on monte les briques. On a un petit peu de briques, à droite à gauche pour faire des renforts. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont mis dans les gros joints, entre ces galets qui sont énormes, c'est des joints qui ne sont pas très beaux, mais ils sont très gros, pas très beaux, ben on a planté de la brique dedans. Et c'est des briques cassées. C'est infini, hein, quand on commence à regarder la brique, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors je vous disais tout à l'heure, on est à New York, je vous en parlais, mais c'était à la fin du 17e, 18e, on a ces premiers bâtiments, cette chapelle, que les gens qui arrivaient voyaient. C'est les premiers bâtiments que l'on voyait au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on est arrivé à New York, quand on avait débarqué à côté de la statue de la Liberté qui n'existait pas à ce moment-là. C'est ces bâtiments-là qu'on voyait. Donc on arrivait à New York et on voyait de la brique. Comme à Londres, puisque la plupart des gens venaient de Londres ou d'Irlande. Voilà. Et je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, bon, on arrive un petit peu. Alors là, je vais peut-être vous montrer quelques exemples de restauration. Et nous sommes ici à Montauban, à la place nationale. La place nationale qui était une place en bois et qui a brûlé au XVIIe. Il y a le roi à cette époque-là qui a donné des aides, et c'est pour ça que c'est devenu la place royale, qui bien sûr à la Révolution va devenir place nationale. Et quand je suis arrivé à Montauban, j'ai eu ce chantier en charge, et j'ai vu voilà, un bâtiment qui était très curieusement avec des briques donc en mauvais état, des briques qui étaient
plus ou moins protégées, ces espèces de petites bandes d'enduit, je n'y comprenais rien du tout. Ah ben je me trompe d'ailleurs, c'est une utilisation, oui, je crois qu'on le reverra après, ou peut-être la prochaine fois. Oui, c'est des images à Toulouse, et dans la région où on voit la complicité et l'utilisation de la brique au travers des époques. Là, on a au premier plan, dans l'église de Saint-Pierre des cuisines qui étaient en ruine à cette époque-là, il y a 40 ans, et on voit plusieurs époques très intéressantes. Au premier plan, on voit un départ de voûte gothique, mais du XIIIe siècle, avec un grand arc. Derrière, on voit des arcs de briques du XVe, avec ce chanfrein. On voit d'autres arcs qui ont été construits, et on voit même un arc fait avec de la brique creuse. Hein, voilà. Tout ça pour vous montrer qu'à Toulouse, en 7 siècles, on n'a pas arrêté de construire avec de la brique, mais de manière différente. Et la dernière chose, c'est ces briques que vous voyez, briques creuses, là, très industrielles, qu'on a montées pour fermer le bâtiment qui allait s'effondrer. Voilà. Oui, c'est l'utilisation des briques spécifiques. Et là, on est à l'abbaye de l'Escaladieu, abbaye où la pierre est extrêmement dure et difficile à tailler. Donc on arrive à faire des murs très irréguliers, vous y reviendrez, vous verrez, et pour faire les voûtes, hors de question qu'on utilise cette pierre, et donc on est allé chercher de la brique un petit peu en aval pour avoir de la brique dans la plaine, de la brique de bonne qualité. Et on est aussi, pour faire les colonnes fines, on est allé chercher du marbre à Saint-Béat. Voilà. Vous voyez, et même chose à Toulouse, hein, on va chercher, on prend de la brique, on fait tout en brique, à part l'oculus là du clocher, sous le clocher de Saint-Jacobin, par où passaient les cordes. Hein. Là, on a un oculus en pierre, mais tout le reste est en brique, sauf les petits chapiteaux. Hein. Autre utilisation de la brique, et là on est très loin, mais je vous le montre pour les photos d'après, c'est des briques qui ont été faites en Iran, avec ces briques posées à plat, cette espèce de voûte très légère, très intéressante, donc du XVIe siècle. Je vous le montre parce que ces voûtes-là ont fait l'objet de tout un tas de recherches. Et là, on a une brique d'une église de Strasbourg. Et dans la terre était mélangé du son. Et à la cuisson, le son disparaissait. Ça fait des bulles d'air. Ce qui fait que la brique est extrêmement légère. Et qu'avec ces briques-là, on peut faire des voûtes qui ne poussent pas. Voilà. Et autre solution pour faire des voûtes, c'est celle qui, dans cette église, c'est à Montesquieu-Volvestre. Cette église qui est assez belle, très intéressante. À l'intérieur, ce sont des voûtes en briques. Et alors, quand je suis arrivé, je ne comprenais rien du tout. C'est des voûtes qui ont été faites à la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez, elles se fissurent. Parce que bon, il y a eu des tas de problèmes, certainement des inondations. Ça a été repeint au 19e, petit décor 19e. Et en réalité, quand on a commencé à regarder de près, on s'est rendu compte que cette voûte était faite avec des briques à plat, légères, en forme de léger U. Et ces briques qui sont imbriquées, c'est le cas de dire, de manière à ce qu'elle puisse s'étirer légèrement, voyez, voilà. Et donc on s'aperçoit que la notion de voûte pour les briques, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Jamais on fait quelque chose comme ça en pierre.
Et alors quand on est arrivé sur place, ben, on se demandait comment on allait reprendre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est on a mis des clous inox qui traversent. Au-dessus, on a mis un grillage en inox et une couche d'enduit dans laquelle vont chercher la résistance, vont chercher les clous, vont chercher la résistance. Donc ça a été fait il y a 30 ans, je suis repassé récemment, ça a l'air de durer, ça ne durera peut-être pas des siècles, il faudra reprendre, voilà. Mais c'est des voûtes extrêmement légères, vous voyez, ça fait cette épaisseur-là, quoi. Et très impressionnant, et quand je suis arrivé, je ne comprenais pas du tout comment ça tenait. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais d'utilisation spécifique pour les voûtes ou les arcs. Voilà, vous avez les arcs en mitre qui permettent de faire ces décors, ces architectures très décoratives et très facilement avec des joints réguliers. Voilà, alors là aussi, quand je suis arrivé à Toulouse, il y a maintenant 35 ans, 40 ans, on ne savait plus faire cuire les briques. Il y avait vraiment un ou deux petits artisans, mais qui produisaient très peu, et qui ont fermé d'ailleurs, très rapidement. Et quand j'ai commencé à faire des restaurations importantes, je me suis rendu compte que les entrepreneurs allaient tous à Barcelone. Alors j'étais très content, bon, briques à Barcelone, je suis allé voir Barcelone, et dans ces usines ne travaillaient que des personnes âgées, de plus de 65 ans, et des enfants. Alors ça m'a foutu un peu le moral à zéro, et avec la conservation, à ce moment-là, on a essayé de remonter des usines, c'est reparti, donc maintenant on a les matériaux qu'il faut, et à cette époque-là, on avait perdu la capacité de faire des colonnes comme ça. Et les premières fois que j'ai fait les premières restaurations, j'ai demandé aux entreprises, ben vous refaites les colonnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des briques carrées et ils les ont sculptées, cuites. Et je ne vous dis pas le prix. Et au bout d'un moment, avec ces entrepreneurs, on s'est dit, mais refaisons comme autrefois, quoi. Voilà. Les choses ont été complètement perdues. Ça, on est à Muret, là. Voilà. Et on a retrouvé sur place des briques anciennes qui avaient été pas sculptées, on le voit très très bien. Là, c'était quoi? On posait une brique et avec un fil comme on coupe le fromage, là, avec sur une forme, en bois. Voilà. Et, alors c'était assez irrégulier, mais pour faire des colonnettes à 20 ou 30 mètres du sol, ça allait très bien. Voilà. À autre utilisation aussi, là on est au Caire, et quand ils ont c'est une église, quand au XVIe siècle ils ont ouvert cette porte, au Caire comme il ne pleut pas, plutôt que de faire de la maçonnerie, ils ont refait une brique sur deux en bois. C'est extraordinaire, c'est incroyable parce que quand on regarde les architectures, des inventions incroyables. Donc, alors, en plus, là, les bois ont été peints de manière à ce que ça soit, ils apparaissent en briques. Voilà. Autre utilisation, c'est des utilisations pour faire, alors elles sont mises sur champ pour faire des décors qui vont être ensuite recouverts de plâtre. Voilà. Là aussi, ça, ce sont des briques pour faire des cloisons. Et alors la solution pour faire des briques, des cloisons en briques, et qu'on ne voit pas les armatures, c'est de faire découper une brique comme ça, qui sont enfilées dans des montants bois carrés, mais mis sur la diagonale, ce qui fait que quand on enfile les briques, on ne voit plus le bois. Autre utilisation, bien sûr, c'est les sols. Voilà, vous avez un sol, ça je crois que c'est à Venise, ou à côté de Venise. Voilà. Alors là, bien sûr, on est obligé d'utiliser des briques très cuites.
de manière à ce qu'elle tienne le coup et qu'elle ne gèle pas. Voilà. Et je pense que je vais terminer là-dessus. C'est un chantier que j'ai fait il y a déjà 40 ans. Je ne vous dis pas mon âge. Il y a 40 ans, c'est la superbe église là, de Moissac. Et on s'est rendu compte en faisant des sondages que l'entrée avait été remblayée. Parce qu'il y avait en fait l'accès à l'église se faisait par une rue qui était parallèle à l'église, hein, et on n'arrivait pas comme ça. Et là il y avait certainement une pièce d'eau, et à un moment donné cette pièce d'eau a dû déborder, etc. Ils ont tout remblayé. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a à nouveau creusé pour retrouver les dispositions anciennes. Voilà. Et en creusant les dispositions anciennes, on a trouvé 2 ou 3 sols, dont celui-là, qui était malheureusement totalement irrécupérable. C'est en faisant le sondage tout doucement qu'on est arrivé à voir ce sol avec les clés de Saint-Pierre, puisque c'est Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre. Mais et vous aviez donc un dessin fait en briques, des briques sur champ, et qui avait été remblayé par des petites dalles et des graviers. Malheureusement, tout ça s'était complètement perdu parce que la brique était devenue plus virulente. Donc on en a fait des photos, des dessins, mais c'est tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Et voilà, ça c'est la restitution. Sachant que là où vous avez les gens qui sont debout là, ils sont sur un seuil, et on a retrouvé 4 sols, et c'était monté tous les siècles un peu depuis le 12e, et Viollet-le-Duc c'était le dernier, il avait fait ce qu'il avait pu, il avait remblayé, on ne voyait plus du tout ces emmarchements qui permettent de mettre en retrait les sculptures, c'est-à-dire qu'on n'a plus le nez dessus. Voilà. Et donc pour vous montrer ça, c'est que la brique, c'est extraordinaire, même pour faire des dessins de sol. Voilà. Bon, et donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc on reverra des chantiers sur la place nationale, sur des châteaux 17e, sur les Jacobins, sur le Capitole. Bon, je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres, et vous verrez les différentes façons de restaurer et les découvertes qu'on fait lors des restaurations. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.